autour d'une table. C'est le 12e numéro ici sur A221. Salam alaikum, nuyu leen ziar leen bu baax a baax ni ñu koy defee saa su ne tey nag Mohamed War daal di ñëw rek ànd ak ay invité yu bees ñu fas yéene waxtaanee lu bees fas yéene waxtaan loo xamante ni comme ni ñu koy defee saa su ne dina leen amal njariñ. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur A221 TV. Aujourd'hui, autour d'une table à de nouveaux invités, nous allons parler d'une culture. Peut-être que certains connaissent, peut-être que d'autres ne connaissent pas. En tout cas, à travers autour d'une table, je pense que tout le Sénégal, toute l'Afrique, tout le monde entier va s'y retrouver. Ci ginnaaw di nuyu ñi nga xam ne ñoom lay àndal saa su ne ci liggéey bi di leen wax nag balaa ñuy nuyu suñu ay invité dafa am lu ñu leen di may rek ngeen daal di koy seetaan ñu daal di gën a mën a découvrir suñu ay invité daal di tàmbale waxtaan bi ci kanam. Merci beaucoup. Alors, vous venez de voir ces belles images qui illustrent une très belle culture. C'est la culture comorienne. Alors, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, j'ai des représentants des îles Comores. J'ai une nationalité comorienne. J'ai une représentativité comorienne sur le plateau d'autour d'une table. Alors, je vais dire bonjour à mon ami Kader. Bonjour, Edouard, ça va? Ça va très bien. Alors, Merci. Hedge, on dit? Merci pour l'invitation, on va bien s'amuser ici. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Alors, je te laisse dire bonjour à toute la communauté comorienne en comorien. Assalamu alaikum. Bariza wakati wa Komori. Nyonon, Tijani me présenter ni bang à mes tableaux, à mes tables et à Mohamed War. Merci beaucoup Kader. Alors, il n'est pas seul sur le plateau de A221 autour d'une table. J'ai également mon ami Aboubakr. Aboubakr, ça va bien? Ça va bien, alhamdoulilah. Je dois dire Hedge. C'est Hedge. Hedge qu'on dit? Yedje. Yedje. Alors, Yedje. Oui, bonsoir Mohamed War, ça va, vous allez bien? Bien. Merci pour l'invitation. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Voilà. Voilà, il l'a dit, nous allons passer un très bon moment ensemble. Nous allons parler des îles Comores. Alors aujourd'hui, Mohamed War à Aboubakr, à Kader sur ce plateau. J'aurais voulu avoir également des femmes comoriennes sur ce plateau, mais on va faire avec. Je pense que ma femme m'a joué autour au dernier moment. Oui, mais c'est pas grave, on va essayer de le remplacer. Parler un petit moment des filles quand même, hein. On va pas parler que des hommes. Mais ça aurait été une belle mix si elle était là, mais malheureusement elle n'est plus là. Ok, on fait avec. Alors je vais déjà rester avec vous Kader, juste pour me faire la présentation des îles Comores, parce qu'ici au Sénégal, actuellement on voit que la communauté comorienne est très bien représentée, mais pour la plupart on vous confond à des Djiboutiens, à des Malgaches. Donc revenez un peu sur les îles Comores, la population, la superficie, voilà, parlez-moi un peu des îles Comores. Bon, les îles Comores se situent dans l'océan Indien, entre Madagascar et la Tanzanie. Et c'est une archipel de 4. Il y a Ngazidja, Moélie et Anjouan. Et enfin Mayotte qui est un département français à l'heure actuelle. Et nous sommes dans le 900 000 habitants, plus les diasporas dans les 1 200 000, comme ça. Et nous ne sommes pas très nombreux, c'est une petite île, mais ça va. Nous avons une très belle culture à vous rencontrer ici. Ça va être amusant. Alors, il a dit, vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes composé de qui exactement? On a quelle population aux îles Comores? Bon, exactement comme il vient de le dire. Bon, vous avez parlé qu'il y a des gens qui nous font confondre avec des Congolais, des Djiboutiens. Donc, les Comores, vous allez voir, en fait, c'est une population très mixte, parce que nous sommes d'abord d'origine bantoue. Quand je parle d'origine bantoue, c'est-à-dire qu'il y a les Congo-Brazzaville, d'accord, qui parlent le Lingala. On partage presque la même langue, parce que le Lingala et le Swahili, c'est presque la même chose. Donc il y a aussi des Indiens, on est d'origine indienne. Donc il a peut-être oublié quelque chose. En fait, quand vous voulez situer les Comores au niveau, en fait, géographiquement, vous allez voir que les Comores
Ce sont des îles, bien sûr, mais de l'océan Indien. Qui se sont même détachés Même de la carte de l'Afrique. Exactement, parce voilà. qu'on se trouve entre l'Afrique et le Madagascar, dans le sud-est de l'Afrique, en fait. C'est-à-dire, on est plus proche de la Tanzanie, du Kenya, plus que l'Afrique de l'Ouest. Ce qui fait que aujourd'hui, vous pouvez voir des Comoriennes qui sont toutes blanches. Vous pouvez voir des Comoriens qui sont blancs. Donc voilà, cette mixité. Bon, parce que les Comores a été peuplé d'abord par des Chiraziens. Donc des Chiraziens, on appelle ça les pirates arabes. Donc c'est eux qui ont découvert les Comores. Donc je pense bien, si vous connaissez ce qu'on appelle les contes des mille et une nuits, c'est-à-dire Alf Laïl Walaï, si vous allez voir, depuis plus de 2 millénaires, il y a l'histoire des Comores qui est racontée dedans. Ok. Alors, Pour ajouter un peu allez-y. après ce qu'il a dit, on est une mix de Bantou, Swahili et aussi Malgache, parce qu'une grande partie de la population comorienne vivait à Madagascar avant, mais après ce qu'on appelle le Kaffa de Mjanga, ils se sont réfugiés vers les Comores, retournés vers les Comores. C'est là qu'on a un mix entre, ça s'appelle Sakalav, les Sakalav. Et du coup, c'est pour ça, comme il vient de le dire, c'est pour ça que nous sommes beaucoup, une population très mixte. Des fois, tu peux voir une Comorienne, tu peux penser que c'est une Malgache, alors que c'est une Comorienne, mais c'est comme ça. Voilà, pour ajouter ça. Et encore plus, il y a aussi le portugais. Il y a les Portugais qui ont immigré là-bas. Ils ont allé en premier lieu, c'était à Bangokuni, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Et là-bas, la plupart des origines là-bas, ce sont un peu comme des Donc Portugais. on peut dire que dans votre population, vous êtes des métis. Est-ce qu'il arrive de trouver un Comorien typique 100%? Donc les Comoriens sont des métis à la base. Oui. Bon, il y a les Comoriens qu'on appelle les Makua. Les Makua, c'est-à-dire c'est la première population qui était venue aux Comores. Donc, mais si maintenant, peut-être on peut remonter bon, l'arbre généalogique pour voir vraiment s'il y a des Comoriennes pures et simples. Mais actuellement, je ne pense pas. Ok, mais quelle est la langue qui est parlée là-bas, à part le comorien? Parce que je précise qu'ils ont leur propre langue, le comorien. Beaucoup pensent que vous êtes des Arabes à la base. Oui, nous parlons, en fait, nous avons notre langue. Moi, je ne dirais pas une langue, je dirais une dialecte. Une dialecte, oui. Voilà, parce qu'on parle normalement 4 dialectes. Il y a le Shingazija, c'est ma langue d'origine. Il y a le Shinzwani, le Shimoeli et le Shimaoré. Et on peut se comprendre à travers ces 4 dialectes. Par exemple, vous pouvez parler en Shimaoré, moi je peux comprendre et te répondre en Shingazija. C'est pas si loin que ça. Et notre langue se rapproche un peu comme le Swahili, vers le Swahili. Même s'il y a quelques nuances, mais on peut dire ça. Moi, des fois, personnellement, je comprends le Swahili, alors que je n'ai jamais allé là-bas. Ok. Donc, les langues dépendent de l'habitation dans une archipel. Dans une archipel. Ok, c'est comme ça. Exactement. Et c'est quoi votre activité principale aux Comores? Qu'est-ce qui vous rapporte économiquement? Bon, en fait, les îles Comores sont connues par ce qu'on appelle en fait les îles au parfum. Les îles au parfum, c'est-à-dire, nous avons de la vanille. Même si vous regardez dans les Ushuaïa, derrière l'Ushuaïa, on dit fabriqué à base de vanille, ou bien d'ilang-ilang plutôt, des Comores. Okay. C'est-à-dire nous avons l'ilang-ilang, nous avons la vanille. Donc c'est pourquoi on nous appelle les îles au parfum. Okay. Et oui. Donc c'est l'une des activités qui nous remporte beaucoup. Voilà. La banane aussi. Vous cultivez de la banane, l'agriculture, ça vous rapporte là-bas également. L'agriculture nous rapporte maintenant. Mais bon, c'est pas exporté, donc on ne peut pas le qualifier maintenant comme une source de richesse en fait. Donc on le cultive, mais on le mange localement. Ok. Oui. Donc, mais votre richesse, je pense que le Comore, on m'a dit que c'est un pays, ou bien c'est une archipel très riche, hein? Donc on ne voit pas beaucoup de pauvres là-bas. Bon, je peux te dire qu'on ne voit pas beaucoup de pauvres parce que nous sommes peu. Pas beaucoup, nous ne sommes pas nombreux. Et c'est à cause de ça qu'on ne voit pas la pauvreté. Mais quand même, nous sommes riches. On était dans l'océan Indien, c'était aux années 95. On était un pays très touristique hein, à cause de la sécurité, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. Mais maintenant, c'est via l'ilang-ilang et la vanille qui fait entrer de la richesse aux Comores. Et maintenant, quelques entreprises qui sont en pleine construction, qui vont me rapporter à l'avenir quand même. Ok, alors tout de suite dans la vidéo, on s'est rendu compte que le Comore était un pays à majorité musulmane et vous nous dites que vous n'êtes pas nombreux. Qu'est-ce qui se passe? La polygamie n'est pas respectée là-bas. Démographiquement, qu'est-ce qui empêche cette explosion? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi il n'y a pas la population n'a pas grandi quoi? Bon. Je te laisse parler ou bien je parle? Bon, allez-y. Allez-y, bon, ça dépend. On peut pas dire que les Comores, en fait, vous savez, c'est une population en fait très récente.
en fait, parce que déjà, quand vous regardez, nous avons pris les indépendances en 1975. Donc, ce qui fait que peut-être il y a des gens qui ont connu les Comores à partir de 75. Donc maintenant, il y a la polygamie qui est pratiquée, bien sûr. Il y a la polygamie parce que vous pouvez voir des gens qui ont même 4 femmes. Donc, donc mais ce qui fait cette rareté d'explosion, c'est peut-être aussi la vie quotidienne en fait. C'est peut-être qu'il y a des gens qui sont réticents par rapport à ça. Donc voilà. Et réticents, c'est-à-dire qui ne veulent pas faire beaucoup d'enfants? Oui, je peux dire ça par rapport pas vraiment aux moyens, mais bon, c'est par rapport à la culture aussi. Bon, c'est peut-être par rapport à la culture. Bon, autant il y avait des familles, vous pouvez voir même 10 enfants dans une famille pour une seule mère. Mais maintenant, je pense qu'en faire 2 ou 3, c'est le maximum. On suit carrément le modernisme, quoi. Exactement. Voilà, donc cette politique de réduire carrément la population. Oui. Voilà. Alors, nous restons toujours aux Comores. Votre mode de vie, comment vit la communauté là-bas, Kader, la communauté comorienne? Vous êtes plutôt solitaire ou bien une vie en famille? Comment ça se passe? De prime abord, nous sommes plutôt solitaires parce que chaque ville ou village tient énormément à sa ville natale ou bien son village. Et c'est pour cela qu'entre communautés, c'est... Comment je vais dire par exemple, moi, je viens de Mitsameuli. Alors là, dès que je suis venu ici, là, avant de connaître les autres, par exemple Zalata qui vient d'une autre région, je me suis inséré d'abord vers mes amis qui sont à côté de la même ville, qu'on se comprend, qu'on parle on va dire le même dialecte. Voilà. Et après ça, mais dès qu'une fois qu'on sort de Comores, on vient à l'étranger, on est tous unis. Même si vous remarquez, quand on est dans des réunions ou bien à l'école, la plupart des Comoriens, même s'ils ne se connaissent pas vraiment, mais on voit qu'ici, c'est une communauté comorienne qui est à côté. Et je ne veux pas dire qu'on est solitaire, mais on est solitaire peut-être chez nous, mais à l'étranger, nous ne sommes pas solitaires. Voilà, c'est l'union qui fait la force. Exactement. Côté sécurité, comment ça se passe là-bas? Bon, la sécurité, normalement, je pense qu'il n'y a pas à craindre par rapport à la sécurité, parce que si aujourd'hui les investisseurs y viennent, donc on peut se féliciter que quand même il y a la sécurité. C'est rare que vous entendez des manifestations, c'est-à-dire des gens qui manifestent parce qu'il n'y a pas tel, il n'y a pas tel, il n'y a pas tel. Donc même si récemment avec le nouveau régime, bon, il y a quelques incompréhensions, quelques indifférences, mais quand même au niveau sécurité, c'est pas à craindre. Pour ceux qui veulent visiter les îles Comores, voilà, vous êtes les bienvenus. Mais politiquement parlant, vous êtes stable? Bon, oui, jusqu'à politiquement parlant, jusqu'à là, c'est bon, parce qu'en fait, on a un président qui est élu, même si les autres peuvent dire, bon, il n'est pas légitime et tout ça, mais comment, si il n'est pas légitime, comment il est reconnu par le monde entier, par les Nations Unies, par tout le monde. Donc, il se déplace, il fait ses travaux. Donc, peut-être à l'interne, on peut dire, peut-être c'est la politique. Il y a l'opposition, il y a le pouvoir maintenant, mais contextuellement, on peut considérer... Mais par rapport au Sénégal, la tension politique qu'il y a ici, la grande représentation de l'opposition, est-ce que ça se passe exactement comme ça chez vous? Bon, pas vraiment. Parce que si je suis vraiment, par exemple, le cas de M. Sonko ici, parce que je m'intéresse quand même à la politique sénégalaise. Ouais. Donc, par rapport à l'opposition, si je prends l'opposition d'ici et là-bas, bon, ici, on voit que vraiment, l'opposition a une part de responsabilité, vraiment. Donc, aujourd'hui, c'est rare au Sénégal que vous entendez quelqu'un dire « moi, je suis opposant » et le lendemain, ben, il se convertit. Peut-être c'est... bon, mais c'est pas... Ici, quand même, ils ont la rigueur, ils ont la maturité d'opposition, en fait. Donc, mais quand même, on peut dire que les îles Comores, il y a l'opposition. Bon, mais rivaliser par rapport à leur statut, bon, c'est un peu différent. Bon, en fait, l'opposition aux Comores, on le voit que juste après les élections, pendant les élections et après les élections. C'est là qu'on voit vraiment l'opposition. Et après, c'est mort. Mais après ça, on n'entend aucune voix, tout semble ordinaire. C'est une opposition qui n'est pas présente, quoi. Voilà. C'est une opposition de non, tout simplement, mais présent et oppressif. Non, du tout. Mais je pense que ça répond également à votre culture. Hein. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un pays qui vraiment pèse côté islam. Et je pense que c'est ce que vous vivez dans la mentalité, dans la vie de tous les jours. Du coup, on ne peut pas vraiment voir cette violence-là aux îles Comores. Oui, moi je peux dire comme ça. Okay. Parce que nous sommes à 95% musulmans, si je ne me trompe pas. Et
il y a des gens qui vont dire que 95% c'est beaucoup. Mais pratiquement, moi je ne connais pas une Comorienne ou un Comorien qui n'est pas musulman. Qui n'est pas musulman. Alors là, je crois que même je peux dire 97. Alors on va rester à 95%. Et nous allons parler également d'une chose qui intéresse souvent les touristes parce que, il faut remplir le ventre. Oui. Côté gastronomie, je pense que vraiment ce qui fait la richesse de plusieurs pays, souvent on voyage pour découvrir les plages, pour avoir le soleil en Afrique, mais également aux îles Comores, on va s'intéresser à leur gastronomie à Aboubakr. C'est quoi votre plat traditionnel? Bon, ça serait difficile pour moi de dire notre plat. Ou bien ça dépend des régions? Je peux dire nos plats. Ok, vos plats. Exactement, parce que pour chaque événement, pour chaque manifestation, il peut y avoir un plat traditionnel. Donc par exemple, aujourd'hui, si vous faites le grand mariage, si vous prenez une Comorienne, que vous faites le grand mariage, tout au long du mariage, chaque festin a sa propre nourriture en fait. Donc je ne peux pas dire, parce que nous avons des plats à base de riz, à base de manioc, à base de bananes vertes, mais aussi avec de lait de coco, qu'on fait certaines sauces en fait. Donc je ne peux pas dire le plat national c'est tel, parce que nous avons même ce qu'on appelle le pilaou. Je peux l'assimiler avec le cheb guinard en fait. Le cheb guinard, quoi. Ouais, le cheb guinard, parce que ça c'est du riz au poulet en fait. On appelle ça pilaou lankou. Donc répète-moi le nom, pilaou lankou. Pilaou c'est lankou. un plat qui ressemble un peu au cheb guinard du Sénégal. Voilà, exactement. Voilà. Donc, on a plusieurs plats traditionnels, en fait. Donc, dans chaque manifestation. Aujourd'hui, par exemple, il y a un festin qui se fait dans l'après-midi. Quand, par exemple, je me marie, j'appelle mes frères, mes amis. Donc, dans l'après-midi, on va manger de la banane verte avec du poisson qu'on appelle le mtsololé. Donc, c'est un plat connu qu'on appelle ça le mtsololé. Mais quand même, normalement, les 4 îles ont un plat qui est reconnu par tous. Oui, mais parce que comme je l'ai cité tantôt, en fait, on est d'origine un peu indien. Donc, c'est-à-dire, il y a la cuisine, en fait, elle est influencée par certains plats indiens. Par exemple, ce qu'on appelle biryani. Le biryani, ça c'est un plat indien. Donc, et c'est aussi un peu avec les malgaches. Quand je parle, par exemple, ce qu'on appelle le rumazava. Donc, c'est un plat importé. C'est un plat qu'on a appris avec les malgaches. Voilà. Donc, côté bantou aussi, nous avons ce qu'on a. Bon, eux, ils appellent ça ougali, mais nous, on peut l'appeler par exemple. En fait, ça, on fait avec de la pâte, en fait. Mais c'est la même chose. En fait, vos plats dépendent juste de l'origine, parce que c'est un pays mixte, donc et chacun impose un peu son origine, si je peux le dire, comme ça, pour représenter un plat. D'autant plus, dans ces régions-là, dans chaque région, tu peux dire non. Les gens qui savent préparer tel plat, c'est la région de tel. Parce qu'en réalité, c'est dans cette région-là qu'ils cultivent beaucoup, par exemple. Exactement. Moi, par exemple, je peux augmenter un petit peu. Il y a une région, la région d'Amahamé, plus particulièrement à, comment ça s'appelle déjà, Mbéni. Eux, leur particularité et leur saveur, on appelle Nsambo. Et ce sont des noix. Ce sont des noix. Ils sont très bien. Une fois que tu trouves une fille de Amahamé, tu fais ça, tu vas tomber à travers. Moi, je connais bien le Fouta, quoi. Ouais, attends, on arrive tout de suite, ne t'inquiète pas. Là, on arrive. Et ça, c'est leur spécialité. C'est leur spécialité. De Nsambu au coco, ce sont des noix. C'est très bon. Parfois, ils mangent avec ce qu'on appelle des tripes, comme ça. Oui. Il y a des tripes, il y a aussi des viandes, et un peu comme le poisson, à un moment donné. Et il y a une autre région, c'est comme la région de Mitsuje, celle de notre président. La région de... On a quelle région? C'est la région de Hambourg. La région de Hambourg. Eux, ce sont les fruits à pain. Je ne sais pas si tu connais le fruit à pain. Non. Je ne l'ai jamais vu ici. Non, au Sénégal, il y en a, mais j'en connais juste au niveau de Liberté 2. On appelle ça des fruits à pain. Voilà. Ça ressemble à quoi exactement? C'est un fruit. Vous pouvez faire avec ça, vous pouvez le frire, des fois vous pouvez faire même griller ça, bon ça dépend. On va arrêter de parler du manger, sinon j'aurais envie de manger sur le plateau. On va parler de votre mode vestimentaire, je vais me déplacer, comme ça vous allez décortiquer ce que je porte. D'accord. Parce que là je suis en mode comorien. C'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, j'aurais voulu avoir une femme, mais nous allons parler également du mode vestimentaire des femmes comoriennes. D'accord. J'ai déjà un bonnet, ce bonnet-là, comment on l'appelle au Comores? D'accord, bon, le bonnet là, ça s'appelle kofia. D'origine, c'est blanc. Ça n'a jamais été la couleur pareille. En fait, d'origine, c'est blanc. Mais maintenant, on le faufile
avec de fil doré, comme vous le voyez. Donc maintenant, les motifs changent. Il y a les motifs comme ce que j'ai porté, écrit avec le Coran. Donc ça, il y a... Ok, c'est vrai que je n'avais pas remarqué. Ouais. Je n'avais pas remarqué. En fait, voilà, c'est des lettres arabes, hein, c'est écrit avec le Coran. Ça c'est le Coran. Voilà. Quand vous lisez là, c'est écrit d'abord Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Donc c'est-à-dire, il y a d'autres motifs en forme géométrique, comme ce que vous avez porté. Ok. Ça c'est en forme géométrique, mais quand même, le nom c'est le kofia. Ok. Donc ça c'est le bonnet traditionnel, donc on l'appelle ça kofia. Et il y a différentes catégories de kofia. Parce que, par exemple, un homme comme moi, que je ne suis pas encore marié, hein, ce kofia-là, ça s'appelle un kofia de gouzi. Hein. C'est pas... Mais on m'a dit que le bonnet c'est un peu cher, hein? Oui, c'est un peu cher. Ah, c'est pas un peu cher. Moi, je m'en souviens, j'ai fait le tour des îles il y a à peu près 1 an de cela. J'avais demandé un bonnet. On m'a dit 150 000 francs. C'est trop cher, c'est pas un peu cher. C'est trop cher. 150 000 francs. Et c'est-à-dire, comme il vient de le dire, ça c'est un simple kofia comme ce que je porte. Okay. Mais maintenant, si vous faites le grand mariage quand même, la femme n'oserait jamais vous envoyer un kofia quand même de 150 000 francs. Donc moi je vais retourner, vous allez parler de ma tenue. D'accord, C'est bon? ok, Alors, d'accord. Kader, vas-y. Tu vas commenter un peu la tenue que je porte, on l'appelle comment également chez vous? Ça s'appelle kandou. D'ailleurs, ça te va très bien. Merci beaucoup. Ça te va Alors, très bien. ah, Moi, mais c'est joli ce que je porte mais là. c'est très joli. Hein. Vraiment, là, je suis comorien. Déjà. Bientôt, je te donnerai la nationalité. Alors, vas-y, parle-moi Bon, de ça cette s'appelle tenue. kandou. Il y a différents types de kandou, comme tu vois celle de M. Aboubakar, comme tu vois la mienne et la tienne aussi. Ça se met un peu partout, surtout à la mosquée ou vers les mariages. Tu vois, c'est ça, parce qu'on dit qu'une culture, c'est ce qui identifie de l'autre. Bon, si tu veux reconnaître une Comorienne, il suffit d'y aller dans un événement. Et si tu vois ça, là, il n'y a pas de doute. Voilà, on est sûr que c'est un On est sûr que comorien. c'est un Comorien. Et ça, il y a ce qu'on appelle un kandou de las. Il y a ce qu'on appelle un kandou tout simplement. La mienne, c'est un kandou de las. Ça, c'est un kandou comme tous les kandous comoriens. Mais, comme on vient de le dire là, chaque kandou et chaque kofia, rappelle-toi bien, kofia, un kandou. Kofia et un kandou, ouais. voilà. Chaque kandou et Donc je vais écrire ça. Je vais écrire, les bonnets sont les kofia. Kofia. Comme ça, je ne vais pas oublier. Ouais. Et la tenue, c'est les Kandou. kandou. Merci Voilà. beaucoup. C'est bien d'avoir des Voilà. Comoriens sur son Voilà. plateau parce que ça te permet de voyager. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de filles ici, mais nous allons découvrir également la tenue traditionnelle des femmes comoriennes à travers le grand mariage. Je pense que nous allons regarder une vidéo du grand mariage comorien Ah, on va se et régaler. revenir, voilà, parce que je pense que c'est l'une des plus belles et grandes traditions aux Comores. Parler du Comore sans parler de grand mariage, franchement, ça ne le fait pas. Non. Alors, nous allons voir cette vidéo du grand mariage comorien et revenir sur ce plateau. Je vous rappelle, si vous êtes en train de nous suivre, nous sommes sur A221 dans votre émission Autour d'une table. Alors, Aboubakar, c'était le grand mariage comorien. Je pense que c'est votre plus belle tradition. Exactement. Voilà, et il paraît que le mariage coûte très cher chez vous. Ah, plus que cher. Alors, je veux t'écouter parler du grand mariage. D'accord, il faut tout d'abord comprendre que le grand mariage, Bon, il y a des gens qui pensent que c'est obligatoire. Bon, parfois la société l'oblige au fait. Parfois la tradition, la société l'oblige parce que quel qu'en soit le diplôme que vous avez, quel qu'en soit le titre que vous avez, vous pouvez même être le président que vous voulez, mais quand vous êtes au Comores, c'est-à-dire les gens auront tendance à vous écarter, à dire non, Mohamed Ouar, toi tu n'es pas de nôtre parce que tu n'as pas fait le grand mariage. Donc il y a ce système-là qui s'installe, donc des fois tu te sens obligé, mais réellement la société n'oblige personne. Okay. C'est-à-dire c'est l'environnement dont tu vis qui t'oblige maintenant à faire ce grand mariage-là. Mais bon, c'est ni écrit sur la loi comorienne. C'est pas une loi, c'est pas une obligation, Non, mais c'est devenu une habitude et que la Exactement. culture impose. Voilà, le grand exactement. mariage chez les femmes, comment vous donnez, je voulais dire combien vous donnez-vous les hommes, la dot, c'est ce qu'on dit, pour Ouais, avoir une femme. Bon, tu vois, ici, quand je suis ici, j'entends beaucoup de mes amis sénégalais me disent qu'il paraît que le mariage comorien, il faut 20 millions. Dans ma tête, je ne dis pas la vérité que c'est peu. Mais je dis, ah oui, 20 millions. Mais c'est à peu près ça. C'est à peu près, c'est pas à peu près, c'est plus que ça. C'est plus que ça. On ne peut pas donner un chiffre exact comme ça, mais 20 millions, tu peux le faire, mais Et surtout avec beaucoup d'or. voilà, justement. Exactement, c'est ça, parce que non seulement il y a l'or, mais il y a aussi l'argent. L'argent. Dans les images qui sont projetées là, vous avez vu, il y avait, on peut dire des coffrets, c'était des coffrets en or, c'est-à-dire des bagues, des boucles d'oreilles, et Des tout est en colliers. or.
c'est complet, hein. Il y a la petite, il y a le grand, jusqu'à... Voilà. Donc maintenant, il y a d'autres coffrets qui sont en... C'est en argent, en fait. Donc, à part l'argent du festin, à part les bœufs qu'on sacrifie, à part la nourriture pour les invités et tout ça. Donc, vous pouvez taper sur plus que 20 millions. En fait. Parce que imaginez, de l'or, c'est pas l'or blanc, l'or... non, voilà. il faut que je me prépare. Moi qui voulais vraiment venir aux Comores, Zalata, je voulais te marier, mais laisse-moi prendre mon temps, vraiment travailler, avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'or pour faire le grand mariage. Alors nous allons aller directement vers la deuxième partie de cette émission. La rubrique s'appelle Mahol, c'est-à-dire je regarde. Comment on dit je regarde en comorien? Ngamangalio. Ngamangalio. Oui. Alors Ngamangalio. Alors nous allons regarder des images et vous allez commenter. Si c'est bon, alors nous, avec la régie bien sûr, nous allons regarder ces images que vous allez commenter. En attendant, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission autour d'une table. Nous avons comme invités Kader et Aboubakr qui viennent représenter la communauté comorienne ici au Sénégal. Vous pouvez commenter en même temps. Il y a ce qu'on appelle le msinzanu, c'est-à-dire c'est ce que les femmes là y mettent. Donc c'est une forme on ne peut pas dire maquillage, mais de mettre du gommage en fait, ce qu'ils font les femmes là. Les gommages pour nettoyer le visage. Bon, il y a ceux qui mettent pour nettoyer, mais il y a ceux qui mettent, comme vous l'avez vu, pour aller dans les festins en fait. Donc c'est une sorte de maquillage qu'on met, et on appelle ça msinzanu, c'est-à-dire il y a une forme de pierre. C'est-à-dire c'est là où on sort, c'est de ça qu'on sort le msinzanu là. Pour ajouter un petit peu, le msinzanu chez nous c'est une sorte de beauté naturelle, c'est-à-dire ça vient de la nature. Il n'y a aucun produit ou d'autres produits augmentés, mais c'est fait à base d'une sorte de bol comme ça, une sorte de bol. Ça peut y avoir des petits ingrédients comme des noix de coco et tu piles comme ça juste pour faire une décoration de ton visage. Masque, en fait, Voilà. c'est comme le masque qu'utilisent les femmes pour nettoyer le visage. Voilà. Et ça, nous parlons tout à l'heure de l'or hein, pour le grand mariage. Bon, voilà. ça c'est l'or du grand mariage. Comme vous voyez, en fait, ce qui est en grand là, ce qu'on appelle le hara, c'est-à-dire vous ne pouvez pas envoyer de l'or sans envoyer le collier, le plus grand là, ça s'appelle le hara. C'est un hara. Donc accompagné de ce qu'on appelle un ipom-kono. Ipom-kono c'est le bracelet que les dames mettent ici. Donc ensuite il y a des boucles d'oreilles, il y a des qu'on appelle bangili. Bangili, c'est-à-dire c'est des comment on appelle ça, les bling bling les bracelets. Voilà. Donc mais c'est différentes sortes. Il y a les bangilis qui sont minces, il y a le ipom-kono qui est un peu plus grand que ça. Donc, voilà. En fait, il faut quand tu épouses une fille comorienne, il faut apporter ça. C'est pas en guise de dot, hein. C'est pour ton honneur de prime abord. Ok. Pour qu'aujourd'hui tu sois pas un bon père de famille, mais que tu sois bien respecté dans la famille, tu amènes tout ça. Tu mets toute la famille. Donc sans tout ça, tu n'es pas un bon chef de famille. Non, justement, j'ai envie de souligner ça. Tu peux ne pas faire le andanamila, le grand mariage, et être bien respecté dans la famille. Mais quand même, tu dois amener ça. Ça, mais en plus petite valeur que celle du Andanamila. Voilà. Non, je pense que c'est un pays très riche, hein, comme on me l'a toujours dit. C'est très cher là-bas. Si on a également d'autres images au niveau de la régie, sinon, voilà. Ça, c'est toujours le grand mariage, je pense. Oui. Donc, pour souligner un peu, vous avez vu l'homme qui est à notre gauche, en fait. Donc, ça, en fait... on appelle ça, c'est un manteau en fait, qu'on met en dessus d'une kandou en fait. Il y a deux sortes. Ce que lui il a mis en noir, ce qui est en noir, ça c'est ce qu'on appelle du joho. Il y a le joho, ça c'est un joho. Et l'autre manteau là, c'est ce qu'on appelle le jagla. Donc c'est-à-dire, il y a différentes sortes de manteaux. Il y a le joho et il y a le jagla. Et je souligne aussi, vous voyez que ces tenues là, en fait, vous ne pouvez pas en trouver moins de 200 000 francs. Et ces tenues-là sont portées juste au grand mariage. Voilà. Par exemple, quelqu'un comme moi, je ne peux pas porter ça. Parce que je n'ai pas fait le grand mariage. C'est impossible. Voilà. Donc vous le voyez avec les gens distinctifs qu'on appelle les mrunzima, c'est-à-dire les notables qui ont fait le grand mariage. Ok. Alors c'est passionnant. Excusez-moi, en parlant de mrunzima, il y a des catégories au Comores, catégorie sociale, il y a le mrunzima. Le mrunzima, c'est au top.
Parce que ça commence par le gouzi. C'est la plus Voilà. basse classe. Ça, c'est la plus basse C'est classe. notre classe, moi et mon camarade là. D'autant plus si on veut, bon, c'est pas vous insulter, mais bon, vous taquiner, on vous dit allez-y, Gouzi. C'est-à-dire. Tu n'es pas encore. Tu n'es pas Ok, encore ok. marié. Voilà. Ouais, mais je comprends. En fait, ça, c'est dans tous les pays. Il y a une échelle à respecter. Voilà. Côté catégorie sociale. Donc, Voilà, pour c'est ne pas comme dire ça. les pauvres, les plus pauvres, les moins pauvres. Ouais. Voilà. Ça c'est. Même ça sort au-delà de la pauvreté. Voilà. Tu es marié, on t'appelle Madame Daron, comme ça. Oui, je pense que c'est Ouais, ça. Madame Daron. Tu n'es pas encore marié, tu es Gouzi. Tu as fait le grand mariage, tu es notable, Ndunzima. Ndunzima. Et moi, personnellement, je pense arriver au notable, parce que ce sont des échelles à suivre, une échelle ascendante. Et tout comme toi aussi, tu peux le venir. Une fois que je te donnerai la nationalité commandante, tu peux commencer par tu es Gouzi. Bon, Voilà. moi, Mais nous allons quitter un peu le Comore pour revenir au Sénégal. Oui. Vous connaissez Cheikh Anta Diop? Ouais, c'est qu'on t'a dit après. Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de Cheikh Anta Diop? À part que c'est lui le parrain de la grande université de Dakar. Bon, si on veut qualifier Cheikh Anta Diop, il y aura beaucoup à dire, mais quand même, d'abord, il faut savoir que tout d'abord, c'est un écrivain africain, d'abord. Donc, un penseur, on peut le classer comme dans les penseurs parce qu'il a beaucoup apporté à l'Afrique, à l'instar des Nelson Mandela et tout ça, on peut le classer. Donc, on retient pour le moment que c'est un écrivain. Un écrivain qui a lutté chercheur. avec le panafricanisme aussi. Voilà, donc Voilà. vous avez dit vrai, hein, Cheikh Anta Diop, donc, qui est le parrain de la grande université de Dakar, est un grand écrivain, historien également, qui a beaucoup défendu la civilisation noire africaine, en particulier tout ce qui est civilisation égyptienne et la langue wolof. Vous connaissez Wally Seck? Wally Seck, oui, bien évidemment. Le chanteur célèbre des Sénégalais, Wally Seck, avec son talent de mbalak. Mais quand on parle de l'ISEC, c'est la crème de crème. Voilà, donc comme on dit, c'est le numéro 2 de la musique sénégalaise Oui. et le numéro 1 de sa génération. Ouais, c'est Oui. ça. Vous pouvez danser le mbalak? Un tout petit peu, oui. Tu veux connaître ou bien on attend une prochaine fois? Une prochaine. Une prochaine Non, fois. moi, Et personnellement, si tu me montres quelque part, je le ferai avec non, on va plaisir. terminer par ça. On va terminer par une D'accord, danse. c'est Donc d'accord. peut-être, avant-dernière question, vous allez me parler de votre condition de vie au Sénégal. Déjà, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'étudiants comoriens au Sénégal. Pourquoi, Kader, le choix du Sénégal? Bon, pour commencer, moi j'étais au Comores, c'est mon pays natal. Je suis sorti au Comores vers Madagascar. Et après Madagascar, j'ai fait le choix de venir ici au Sénégal. Le choix du Sénégal, c'est tout d'abord la sécurité. Parce que peu importe là où tu vas, s'il n'y a pas la sécurité, tu n'es pas tranquille dans ta tête d'abord. Et moi, je suis venu au Sénégal pour la sécurité d'abord. Et en second lieu, pour avoir une autre culture, rencontrer d'autres personnes et essayer de m'épanouir au niveau de la société, comprendre chaque type de société et tout ça. Et tout ça. Et en revenant dans la situation au Sénégal, économiquement parlant, ici c'est Dakar cher. Chez nous, on a un dialecte, on dit Dakar cher. Et non, ça s'appelle Dakar cher. Dakar, c'est cher. Par rapport aux autres pays que moi j'ai visités et que j'ai. Dakar, c'est très cher. Dakar, mais c'est mais très tu plais quand même. Ouais. Tu aimes bien le Sénégal? Bien sûr. Non, on peut. Sénégal. Non, voilà, on tient un langage de vérité. Je pense Sénégal. que vous êtes Voilà, là. voilà. Non, je disais, je pense que vous êtes là pour défendre une communauté, pour parler d'une communauté, pour nous aider à découvrir, mais également, c'est une découverte d'une nouvelle culture. Donc, Exactement. nous avons nos réalités qui sont carrément différentes des vôtres. Oui. Est-ce que réellement, vous aimez Sénégal? Personnellement, moi j'aime Sénégal parce que moi j'ai eu la chance d'aller dans 2 pays différents. Et c'est maintenant que je suis venu ici que je comprends bien que là je suis beaucoup plus avantageux que l'autre endroit que j'étais. Parce que moi, dans un pays que je vais, la première chose qui m'est dans la tête c'est la sécurité. Ici, il y a beaucoup plus de sécurité que là où j'étais. Et dès que je suis venu ici, c'est la première chose que je commençais à aimer. Je suis venu d'un pays que 8 heures, il n'y a pas de boutique. 8 heures du soir, il n'y a pas de boutique. 20 Parce qu'il y a heures, beaucoup d'agressions. il y a beaucoup d'agressions. Et quand je suis venu ici, j'ai faim à minuit, je sors chercher du moule. Hein? Je sors chercher du moule pour manger. Là, je me sens à l'aise. Voilà. Mais quand même aussi, il y a la chaleur ici. Même Alors Aboubakar, Dakar neex na, Sénégal neex na trop. Oh, Sénégal, dafa neex de. Torop. Bon, moi, le choix du Sénégal, c'était un choix très réfléchi.
Parce que, bon, je peux vous dire, quand vous regardez la population des Comores, bon, je peux dire la majeure partie, je ne peux pas donner un pourcentage, mais la majeure partie des cadres comoriens, ce sont des ressortissants du Sénégal, plus particulièrement de Cheikh Anta Diop. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez voir, si on prend dans une portion de 100 personnes, vous allez voir que les 70 personnes, ils ont fait le Sénégal. Ouais. Donc, d'une façon où, peut-être dans les années à venir, on aura un président ressortissant du Sénégal. Voilà, justement, j'ai envie d'ajouter un petit peu. Bon, oui, le Sénégal, ça nous plaît aussi. Kader, tu vas en profiter en même temps pour donner ton dernier mot, vas-y. Parce que, voilà, Ah bon? c'était une belle émission, on n'a pas senti le temps. Ah, ok. Mais vas-y, tu disais Bon, et puis tu... bon, voilà. Au Sénégal aussi, moi je connais, j'ai un ami à moi qui est marié avec ma grande soeur. Il est le directeur général du BIC. Il est sorti ici au Sénégal, tu vois. Et pour te dire que les étudiants sortis au Sénégal, ils amènent là-bas avec un grand bagage de culture, un grand bagage de savoir-faire. Et du coup, si on te dit que tu es sorti au Sénégal, on va dire que ouais, quand même. Oui, c'est ça. Il est un peu sérieux. Il est un peu sérieux parce que là-bas, nos aînés nous ont montré qu'en ressortissant au Sénégal, ce sont des grands hommes de savoir-faire et surtout très aimables. C'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci, Au dernier Mohamed message, j'espère que... un message à la communauté comorienne au Sénégal. Tenez bon, ici c'est Dakar. Tenez bon, même si les maisons sont chères, mais voilà, on est bien ici. Je suis fier de vous et je suis très fier que mes amis comoriens viennent ici pour découvrir ce très joli pays. Merci beaucoup Aboubacar, c'était un plaisir. Oui, bon, en fait, pour finir un peu ce que j'ai commencé, en fait, le choix du Sénégal, sincèrement, en fait, c'est la valorisation des diplômes sénégalais, en fait. Quand vous êtes diplômé du Sénégal, en rentrant au pays, on vous valorise, en fait, parce qu'on sait que le Sénégal, c'est un pays de savoir, sincèrement. Donc, à part ça, comme il vient de le dire, il y a la sécurité. Moi, personnellement, je me sens chez moi, d'une façon où si je finis là et que je rentre, ça va beaucoup me manquer, le Sénégal. En fait, côté gastronomie, parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, moi je suis là, je vais manger que du tel, je cherche... Aboubacar, est-ce que je vais pas l'inviter une prochaine fois? Non. Moi, sincèrement, vous savez, quand je rentre quelque part, je demande du mbororé, du mafé, du soupe kanja et tout ça, les gens me disent, mais toi, tu connais le dakhine où? Je dis, moi je suis mal sénégalais là. Des fois, je le dis carrément, hein, avec fierté. C'est sûr que sénégalais, gars, Aboubacar. Avec fierté, je le dis avec fierté en fait. Donc voilà, hein, on se sent chez nous en fait. J'ai envie d'ajouter, et j'ai envie de remercier aussi nos amis sénégalais, parce que les Comoriens au Sénégal ne payent pas de visa. Voilà. Ça, Nous, il faut on le paye souligner. pas de visa. Non, on aura une nouvelle réduit. occasion de parler de tout ça. Vraiment, ça a été un plaisir de vous recevoir ici autour d'une table. À ma droite, j'avais Kader, à ma gauche, Aboubacar. Merci beaucoup à toute la communauté comorienne qui est ici au Sénégal. J'avoue que vraiment, c'est une belle communauté, très ouverte et surtout très solidaire. Merci beaucoup également à vous, chers Comoriens, qui se trouvent également à l'école HSM Dakar. Merci beaucoup à M. Kouyaté, à tous ses collaborateurs. Hein, vraiment, on retrouve une population multipote, une vraie cohésion sociale à HSM. Et c'est un plaisir de retrouver également ici des étudiants de HSM qui sont tous des leaders, qui ont bien été coachés dans le management de HSM. Alors, c'est la fin de cette émission. Je vais en profiter pour souhaiter, comme je le fais d'habitude, un joyeux anniversaire à mon frère, mon grand frère, Momodou Sy, donc qui se trouve actuellement à la Grèce, di ko wax dundal lu bari. Voilà, yàlla na suñu borom daal di guddal say fan rek may la wér di souhaiter également un joyeux anniversaire sama doom Mohamed Ngom doomu Aliou ak Acha di ko wax yow tamit dundal ba say may di baawoon nga teral yaay ak baay à mon ami mon frère kooku chéri mami la Baye Sadia Djibril Ndiaye yow également ñu lay wax joyeux anniversaire fekkeel at yu bari te mu ànd ak wér. C'était un plaisir, je vous retrouve prochainement avec un nouvel invité dans Autour d'une table.